Moi, je pense qu'on ne peut pas continuer comme cela à instruire les procès ailleurs que dans les cabinets des magistrats ou dans les prétoires des tribunaux. Nous sommes arrivés à un niveau d'excès, de caricature et d'attaque personnelle qui est inacceptable. Voilà, je le dis comme je le pense. Je le dis d'autant plus que je suis bien placé comme d'autres pour voir que l'on écrit dans certains journaux des choses qui sont totalement inexactes, qui ne sont pas vérifiées et qui donnent lieu à chaque fois à toutes les désinformations, les amalgames et les approximations. Et je pense qu'il y a un moment où, y compris pour la démocratie, on ne peut pas continuer à un tel acharnement dont j'observe que la plupart du temps, il est pour viser directement ou indirectement un seul homme qui est le président de la République. Et je pense que l'angle qui est choisi par un certain nombre de commentateurs ou de journaux, les écrits bien souvent pas vérifiés, ne peuvent pas tenir lieu de procédure. Ça n'est pas possible. La présomption d'innocence est foulée aux pieds à chaque instant. Les attaques personnelles, y compris d'ailleurs les plus injurieuses, voire les plus diffamatoires, se multiplient sans aucun discernement. Et je pense que c'est inacceptable dans une grande démocratie. Et arrêtons de penser que parce que le président de la République est président de la République, il peut faire l'objet de toutes les attaques, en toute impunité, sans aucune vérification, au seul motif qu'après tout, comme il est président, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Je trouve ça absolument inacceptable. On ne peut pas avoir un débat démocratique et permettre aux Français de faire leur choix sereinement dans un tel contexte d'attaque personnelle. Ça n'est pas possible et ça n'est pas responsable. Dans ce dossier, on a appris pendant votre point presse qu'une juge parisienne avait l'intention de mettre en examen Philippe Roy pour les violations des... Écoutez, moi je vais vous dire, vous êtes l'illustration parfaite de ce que je viens de dénoncer. On ne peut pas continuer comme cela à commenter à chaud tout et n'importe quoi. Je n'ai pas d'éléments d'information, je ne suis absolument pas informé de quoi que ce soit. On ne peut pas continuer de travailler comme ça. Et si je peux me permettre, ni moi ni vous. C'est, je trouve, une terrible déformation de votre métier, parce qu'en réalité, on n'est plus sur des faits, on est sur des allégations, sur des approximations, on jette tout ça en pâture. Enfin, je trouve que vraiment tout ça n'est pas digne d'une grande démocratie. Sur le budget, le projet de loi de finances 2012, comment est-ce que vous appréhendez l'examen à l'Assemblée et au Sénat qui s'annonce ? Écoutez, en ce qui concerne l'Assemblée en tout cas, puisque moi je suis député, nous serons très engagés derrière le président de la République. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des discussions, bien sûr, mais très engagés. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce projet les éléments de la crédibilité de la France. Et c'est absolument essentiel dans cette période de crise. Donc nous sommes évidemment extrêmement attentifs à ce que ce budget puisse être adopté dans les meilleures conditions possibles et que l'on n'assiste pas à toutes les dérives. Et je voudrais dire une seconde chose, c'est que les socialistes maintenant, parce qu'ils ont la majorité au Sénat, vont être eux aussi en responsabilité et qu'il ne faut pas s'y tromper. Ce qu'ils feront au Sénat sera pour nous une manière de prendre à témoin les Français sur leur esprit d'irresponsabilité. Car on verra bien à cette occasion la manière dont ils se comporteront sur le vote de notre budget. Est-ce que le fait qu'ils aient le Sénat, justement, ça va vous obliger à l'Assemblée à davantage de discipline ou à oublier l'idée d'amendement, à toujours faire bloc derrière le gouvernement ? Donc c'est certainement pas d'oublier l'idée d'amendement. En revanche, faire bloc autour du gouvernement, ça c'est une évidence, bien sûr. C'est pas incompatible, amendement et bloc ? Non, non, heureusement. Qu'est-ce que vous attendez du débat des socialistes ce soir ? En ce qui concerne le débat sur les socialistes, des socialistes pour les primaires, moi je suis ce débat avec attention, parce que c'est de ce débat que sortira celui ou celle qui sera notre adversaire. Et c'est d'autant plus important que pour nous, ce qui compte c'est de regarder le fond, c'est-à-dire l'incohérence totale des propositions. Moi ce qui me frappe le plus, c'est que les commentaires sont la plupart du temps sur la forme, la couleur du plateau, le sourire de tel ou tel, alors que ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est de voir qu'aucun des principaux candidats du PS n'ont aujourd'hui de discours clair sur
la nécessité de réduire les déficits et comment on le fait, puisque vous le savez, Hollande est passé maître en la matière. Le matin, il vous dit oui, moi je suis pour la rigueur budgétaire, mais dès que le meeting du soir arrive, entre deux blagues lourdes, il vous explique que ce qu'il faut surtout, c'est bien augmenter le nombre des effectifs dans la fonction publique pour être sûr de faire plaisir sur le moment, alors qu'il sait pertinemment que c'est absolument intenable budgétairement. Voilà, c'est là-dessus qu'il nous faut aussi montrer les incohérences. Le dernier débat, d'ailleurs, de ce point de vue, n'a pas été décevant. Quand on regarde le bilan du premier débat qui a été réalisé des primaires socialistes, qu'est-ce qu'on voit? Les candidats, pour aucun d'entre eux, n'ont annoncé de réformes structurelles courageuses. Aucun d'entre eux n'a dit comment il allait réduire le déficit budgétaire. Ils ont parlé du démantèlement de la filière nucléaire, alors là en long et en large, ce qui est une manière pour nous de rappeler que ça voudra dire 40% d'augmentation supplémentaire pour la facture énergétique des Français. Et puis, je crois qu'il y a eu également un assez long débat sur la dépénalisation du cannabis, qui, je dois dire, est quand même vraiment un sujet qui me paraît être un peu décalé par rapport aux exigences de notre société et aux défis que doit relever la France. Mais qui vous trouvez le meilleur dans ces débats des primaires? Écoutez, là, franchement, vous me posez une question à laquelle je suis incapable de répondre. Incapable de répondre. Sur les enjeux pour la France par rapport au PS, François Hollande a dit ce matin qu'une des premières mesures qu'il prendrait serait de limiter encore un peu plus le cumul des mandats. Quelle réflexion ça vous inspire? Que lui-même ne se l'est jamais appliqué à lui-même, donc cette leçon tardive me paraît là encore frapper au seul coin de la démagogie. Enfin, tout, il n'en est plus à une démagogie près. Les dissidents et l'UMP, vous êtes précipités quand vous avez parlé de réintégrer assez vite Pablo Gicon. Non. J'ai d'ailleurs dans la même phrase dit que c'était pas la première urgence. On ferait les choses une étape après l'autre. Nous aurons une discussion sur cette question. Non, il est vrai que ceux qui votent avec notre groupe UMP au Sénat, toutes les raisons logiques d'y être un jour réintégrés, mais enfin, il n'y a pas d'urgence immédiate. Et quand on dit pas d'urgence, ça veut dire quoi? Dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Écoutez, on verra. Est-ce que le départ de Chantal Jouanneau n'est pas une perte pour le gouvernement? Si, bien sûr, mais c'est en même temps un rendez-vous de cohérence avec les engagements qu'elle avait pris elle-même, ses propos auprès des électeurs, des grands électeurs parisiens. Elle fait ce choix, il est respectable. Vous savez que la Constitution permet de faire soit l'un soit l'autre. Elle a fait ce choix, il est respectable. Monsieur Copé, Bernard Debré, hier à l'Assemblée, pour ne pas le citer, nous disait que, après les divisions qu'il y a eu lors de cette sénatoriale, il nous disait faut arrêter, Copé et Fillon, ils sont déjà dans 2017, ils ne pensent pas suffisamment à 2012. Vous avez déjà la tête ailleurs? Non, il n'a pas raison sur ce point. Et il lui arrive souvent de dire des choses très justes, Bernard Debré, mais sur ce point, il n'a pas raison et en plus, il le sait. Nous avons fait la démonstration, et je crois moi-même en avoir fait la preuve tous les jours depuis dimanche soir, que premièrement, j'étais au feu pour assumer les résultats malheureux de cette élection sénatoriale au nom de ma famille politique. Je l'ai fait sans phare, sans langue de bois, en disant les choses telles que je les pense et en réaffirmant en toutes circonstances la nécessité d'être parfaitement rassemblés avec le Premier ministre et avec l'ensemble de nos amis de l'UMP. Alors après, que tel ou tel entourage ait voulu dire du mal de moi, c'est son droit, mais enfin moi, ça n'est pas quelque chose qui m'arrête. Moi, je dis les choses et vous savez très bien, c'est suffisamment pour ça que quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Voilà. Donc si je ne l'ai pas fait, c'est peut-être parce que je considérais que cela ne le justifiait pas. Voilà. Tel ou tel entourage, vous parlez de l'entourage du Premier ministre? Écoutez, j'en sais rien. Le principe des entourages, c'est que c'est toujours anonyme dans notre système. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas le mien.